Faire un consensus interne autour des priorités afin d'aboutir à plus d'efficacité pour relever les défis de l'heure. Voilà ce à quoi s'exerce depuis ce matin le gouvernement Django Sissoko avec comme seul repère la feuille de route. Chantier de réhabilitation de la route Bamako-Ségou, les travaux n'avancent pas au rythme souhaité avec une mauvaise conception des déviations. Le constat a été fait par le ministre de l'Équipement et des Transports qui était présent sur le chantier. Du sport dans ce journal avec les compétitions africaines de club, tour préliminaire aller entre l'Union sportive de Bougouni qui joue demain dimanche à Yaoundé contre l'Unisport FC du Haut-Cam du Cameroun. Nous allons voir comment l'US Bougouni a préparé cette rencontre avant son départ. Nous sommes samedi 16 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, l'unique de la soirée. Le président de la République par intérim a pris part à l'ouverture ce matin des travaux de la conférence des chefs d'État de la CINSAD. Les travaux se déroulent à N'Djamena au Tchad. Le sujet dominant, comme il fallait s'y attendre, la situation de guerre dans notre pays et tous les intervenants ont réitéré leur soutien sans faille à notre pays. Le président en exercice de la CINSAD, Idriss Déby Itno, a prôné la réforme des forces en attente de la CEDEAO. Le récit de nos envois spéciaux à N'Djamena, Amadou Sangaré et Aboukar Traoré dans nos éditions prochaines. Ici, à Bamako, je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Django Sissoko a présidé ce matin un séminaire gouvernemental. Il s'agissait de vous faire voir comment mettre en exécution la nouvelle feuille de route de la transition et au-delà, créer un consensus interne pour plus d'efficacité. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a insisté sur la solidarité interministérielle indispensable à ses yeux pour relever les défis de l'heure. Séminaire suivi par Bourama Traoré. Plus qu'un rituel, ce séminaire répond à une nécessité de parvenir à l'efficacité et à la synergie d'action dans toutes les interventions du gouvernement. C'est en ces termes que le Premier ministre Django Sissoko s'est adressé à ses collègues à l'ouverture du séminaire gouvernemental. Un séminaire qui vise un double objectif. Mettre à leur disposition leurs instruments de travail. Leurs instruments de travail, c'est, disons, les documents explicatifs du rôle du ministre, de l'action gouvernementale, du plan d'action gouvernementale. Ça, c'était un des objectifs de ce séminaire. Maintenant, le second objectif, c'était de partager avec l'ensemble des membres du gouvernement le plan d'action de la feuille de route qui vient d'être adoptée et par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Et ce plan d'action donc a été discuté avec l'ensemble des ministres. Au terme de nos travaux, je suis heureux de constater que nous avons atteint notre double objectif, car ces assises nous ont permis de scanner les principaux enjeux qui s'imposent et les défis majeurs à relever. Elles nous ont permis, en outre, de scruter les grandes échéances pour déterminer le rythme de notre action. Nous avons examiné et adopté les voies et moyens permettant de renforcer davantage la coordination interministérielle. Ensemble, nous nous sommes appropriés des pertinentes observations et recommandations des élus de la nation à l'occasion de l'adoption à l'unanimité de la feuille de route par l'Assemblée nationale. Ensemble, nous nous sommes engagés sur la base de cette vision partagée et de ces recommandations désormais nôtres, à être jugés par nos résultats individuels et collectifs au regard des attentes placées en nous par l'ensemble du peuple malien. Parmi les défis à relever, le redéploiement de l'administration dans les zones libérées et la préparation des élections seront les premiers ministres. En plus de ces missions, il s'agit de créer les conditions du maintien de la paix sociale, de la cohésion nationale et de la relance de l'économie, indique le chef du gouvernement. Pour y parvenir, le maître mot s'appelle désormais la solidarité interministérielle. Aujourd'hui, davantage qu'auparavant, et je suis heureux de le dire devant nos plus proches collaborateurs, nous pouvons afficher notre sens d'un véritable esprit d'équipe qui devra se traduire par une plus grande cohésion interne dans le fonctionnement quotidien du gouvernement, car chacune et chacun d'entre nous
est davantage prêt à travailler avec les autres membres du gouvernement sur les priorités identifiées dans la feuille de route. Une feuille de route dont l'adoption, à en croire le Premier ministre Django Sissoko, constitue une étape majeure dans les processus de sortie des crises. Après une journée bien chargée pour le Premier ministre, voilà qu'il s'envole ce soir même pour une visite de travail à Bruxelles et Paris. Dans la capitale belge, le Premier ministre Django Sissoko s'entretiendra avec plusieurs responsables de l'Union européenne. Les échanges porteront sur les relations de coopération entre le Mali et l'Union européenne. La coopération bilatérale, il en sera aussi question au cours de l'entretien que le Premier ministre aura avec le vice-premier ministre belge. Et à Paris, l'étape de Paris, les rencontres du Premier ministre avec les autorités françaises seront l'occasion pour les deux parties de passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. L'autre titre phare de ce journal, le ministre de l'Équipement et des Transports qui était hier en début de soirée sur le chantier de réhabilitation de la route Bamako-Ségou. Le chantier s'exécute à un rythme timide, 23% aujourd'hui. Le principal problème signalé est l'insuffisance du matériel. Les usagers se plaignent également de la lenteur et surtout de la mauvaise conception de certains ouvrages. Le ministre Koumaré dit avoir pris bonne note et des dispositions pratiques seront prises dans les tout prochains jours. Une visite suivie par notre reporter Bourama Traoré. La route Bamako-Ségou, ça roule mal. Véritable parcours de combattants seront les usagers. À l'origine, le tronçon est en réhabilitation. Une visite éclair du ministre de l'Équipement des Transports sur le chantier a permis de s'enquérir de l'évolution des travaux. Travaux exécutés à moins de 30%. Globalement, le chantier se déroule normalement. On est à 23% d'exécution. Vous avez dû constater. Mais ça et là, il y a des petites corrections qu'il faut apporter. Disons des difficultés auxquelles il faut trouver une solution. La première est l'insuffisance du matériel sur le chantier. La deuxième difficulté concerne la non-libération de certaines emprises de la route, des problèmes parmi tant d'autres qui entravent la bonne exécution des travaux. On a un problème de matériel, matériel pour faire le revêtement. Parce que on doit faire la couche de base en sol ciment. Vous avez vu vous-même qu'on a un seul finisher sur le terrain qui fait à peu près 300 mètres par jour. Donc ça c'est très lent. On a demandé à l'entreprise de renforcer le matériel à ce niveau et de mettre en place directement tout ce qui est procédure et tout ce qui est matériel pour pouvoir commencer le revêtement en vue de raccourcir la longueur des déviations. Déviations à la fois longues et mal conçues. Les usagers se plaignent également des panneaux de signalisation hors normes et le non-respect des normes d'arrosage. Conséquence, la multiplication des accidents sur le tronçon. Tout part de la conception du chantier. C'est la conception qui prévoit ces déviations. Et là, c'est pour ça d'ailleurs on est venu aujourd'hui, pour un peu voir comment amoindrir un peu les souffrances des populations, en essayant d'aller un peu plus rapidement au niveau des déviations. Pas de réaction du côté de l'entreprise chinoise chargée de l'exécution des travaux. En tout cas, les usagers entendent des réponses concrètes à ces préoccupations. Il y va de la sécurité des personnes et de leurs biens. Situation de guerre dans notre pays, poursuite des opérations de ratissage des régions du Nord, c'est ainsi qu'à Tombouctou, nos forces armées et de sécurité, commandées par le colonel Keba Sangaré, viennent de reçu un gros coup de filet avec l'arrestation de plusieurs djihadistes et non des moindres. Le colonel Keba Sangaré, depuis Tombouctou, nous donne plus de détails sur ces arrestations au micro de la DIRPA, colonel Samba Koulibaly et colonel Adama Traoré de la DIRPA. Les préposés islamiques qui sont à notre niveau, les premiers ont été arrêtés à partir de Léry, donc d'autres à Tombouctou et environnant. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons 7 à notre disposition. Le premier arrêté, il a été pris avec arme à la main, donc en tenue militaire, et c'est lui qui s'est avéré le chef de la logistique de IAD à Léry. Et il avait même mis en piège certaines grenades qu'on a, avec la vigilance des hommes, on a pu désamorcer pour éviter le pire. Ensuite, à Tombouctou, lors de nos patrouilles mixtes, donc on a pu mettre la main
d'abord sur le chef qui entraînait les islamistes. Ensuite, des éléments qui ont participé à l'attaque de Kona, qui ont été arrêtés au niveau de Tombouctou. Et ensuite, parmi ces 7 islamistes, il y a 3 d'origine malienne islamiste et 4 d'origine étrangère. À la population de Tombouctou, je lance un appel. D'abord, leur collaboration franche avec les forces armées et de sécurité en vue de mettre la main sur d'autres djihadistes ou supposés djihadistes qui se trouvent éparpillés un peu dans certaines familles de Tombouctou. Encore à la population, je les invite à plus de retenue, d'éviter les actes de vengeance, les actes de vandalisme qui ne nous honorent pas du tout. Et nous vous proposons la liste de ces djihadistes qui ont été arrêtés à Tombouctou. Il s'agit du colonel Mohamed Ahmed. Il est logisticien chargé du carburant, de la charia et de l'informatique. De Mohamed Ag Alassane, natif de la ville de Tombouctou. De Sidi Mohamed Ould Barek, qui enseignait la charia et la religion. De Ali Guindo, venu du pays d'Ogon, lui il était cuisinier. Oumar Berté est natif de Kouchala, cuisinier aussi. Mahaman Meiga, spécialiste en art martial et formateur des djihadistes. Mohamed Wassidje, cuisinier. Et Boulama Bokar, il nous arrive du Nigeria et il est du Boko Haram. Contribution à l'effort de guerre, le groupe Tomota, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la coopérative Tunkan Djigui des Maliens de Riyad viennent s'ajouter à la longue liste des contributeurs. Le compte-rendu de cette remise de contribution avec Abdul Karim Kaba. La contribution à l'effort de guerre mobilise toutes les couches socio-professionnelles. La preuve, pas plus tard que ce vendredi, le groupe Tomota, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la coopérative Tunkan Djigui des Maliens de Riyad ont offert 56 millions de francs CFA. 20 millions pour le premier, c'est-à-dire le groupe Tomota, 35 millions pour le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et 1 million de francs CFA de la part de la coopérative Tunkan Djigui de Riyad. Et le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Tchenan Koulibaly, n'a pas manqué de mots pour remercier les intéressés au nom du Mali. Quant à la gestion transparente de l'argent reçu, le ministre y rassure. Nous avons décidé de faire un usage très positif, mais aussi très transparent de ces fonds. C'est pour cette raison que, une fois par semaine, tous les mercredis, je rends compte au Conseil des ministres de l'état d'avancement du solde. Nous allons utiliser tout cet argent pour la reconquête du Nord. Mais quand on parle de reconquête du Nord, la reconquête pour le gouvernement inclut aussi la reconstruction. Le compte qui a été ouvert à la BDM pour recevoir les dons est la seule, je dis bien la seule destination de tous les dons en espèces. Les dons en nature sont reçus directement au commissariat des armées. Au cours de la cérémonie, les responsables des donateurs ont tour à tour souligné le devoir citoyen de soutenir et encourager les forces armées dans leur lutte contre les bandits armés. Autre geste de solidarité sans kit alimentaire, c'est le don fait par la principauté de Monaco aux populations déplacées des communes 1, 2, 5, 6 du district de Bamako et de Kalabankoro. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées a tenu à être présent. Fademba Keita. Pour un coût total d'environ 27 millions de francs CFA, ces kits alimentaires se composent de riz, de sucre, mais aussi de savon. Offerts par le gouvernement de la principauté de Monaco, les produits sont destinés à près de 1000 familles déplacées dans les communes 1, 2, 5 et 6 du district de Bamako et de Kalabankoro, cercle de Kati.
L'opération s'inscrit dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence que Monaco déploie au profit des pays amis en difficulté. C'est une preuve de la présence du gouvernement princier de Monaco auprès du gouvernement du Mali. C'est une manifestation de solidarité en ces moments difficiles. C'est aussi pour manifester la vision du prince, qui est une vision très humanitaire, une vision de coopération décentralisée. La remise des produits de consommation courante qui s'effectue en toute transparence selon le donateur et résulte de l'implication de l'Amassa Afrique Verte et des autorités des communes retenues. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre du lancement du programme d'aide alimentaire d'urgence destiné aux populations du Nord Mali déplacées et installées dans le district de Bamako. Au nom de toutes ces populations meurtries dans leur chair qui se trouvent ici à Bamako, malgré leur choix, je vous dis merci. Le ministre de l'Action humanitaire apprécie à sa juste valeur le geste du donateur. Notre souhait à nous tous aujourd'hui, c'est que très rapidement, nous puissions plutôt faire l'inverse, que nous puissions vous retrouver à Kidal, à Gao, à Tombouctou, dans tous les hameaux, pour vous apporter l'assistance nécessaire. Le gouvernement de la Principauté de Monaco avait auparavant investi plus de 66 millions de francs CFA dans divers produits pour soutenir nos populations réfugiées dans les pays voisins. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités 2012, l'Église catholique de Nioro du Sahel vient de procéder à la distribution gratuite d'un important lot de produits alimentaires pour une valeur de 20 millions de francs CFA aux populations déplacées du Nord résidant dans le cercle de Nioro. Nioro, nous retrouvons le reportage de Moussa Diakité. Composé de riz, de sucre, de lait et d'huile, ces dons, produit du partenariat entre l'Église catholique de Nioro et Miserior Allemagne, aura coûté 20 millions de francs CFA. Ces gestes de solidarité à l'endroit des frères déplacés du Nord est une manière pour l'Église catholique d'appuyer le gouvernement du Mali dans sa démarche de prise en charge de 7 couches victimes de l'occupation des régions nord du pays. À travers cette donation, nous voudrions exprimer notre solidarité, notre fraternité et notre profonde empathie à l'égard de nos frères et sœurs déplacés de la guerre du Nord et accueillis ici à Nioro. Ainsi, 230 personnes déplacées sont concernées par cette opération à raison de 20 kg de riz, 4 kg de sucre, 3 litres et demi d'huile et 2 kg de lait par bénéficiaire. Je suis très content d'avoir ces dons. Ces gestes humanitaires nous permettent de prendre en charge durant quelques mois nos membres de la famille. C'est le lieu pour moi de remercier au nom des autorités administratives et politiques la paroisse catholique de Nioro et son partenaire allemand pour ce geste de solidarité. La mission catholique qui s'est toujours montrée présente pendant les moments difficiles se dit toujours prête à aider dans la mesure du possible les populations en difficulté. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur la 3e édition du Forum de Bamako. Le thème de cette année, État, conflit et réconciliation nationale, enjeux de la cohésion sociale et défis de la gouvernance locale. Les propositions faites au cours de cette assise de Bamako seront partagées avec l'ensemble des élus de la nation et les partenaires techniques pour trouver une sortie de crise que traverse notre pays. Agibou Koulibaly a suivi cette cérémonie de clôture. L'ensemble de la communauté internationale vient de se réunir pendant 5 jours au Forum de Bamako pour se porter au chevet de notre pays et définir les grandes lignes de ce que doivent être les solutions aux différentes crises que nous vivons. On a esquissé des pistes de solutions, mais à problème complexe, solution complexe. Ces solutions que nos amis, parce que nous ne sommes pas seuls, je vous ai dit, ce sont des gens venus du monde entier qui ont partagé ces réflexions avec nous. Nous allons les remettre au président de l'Assemblée nationale et à des présidents de commission pour qu'ils s'approprient. Le forum de Bamako s'est beaucoup focalisé sur la crise politico-sécuritaire au Mali et au Sahel. C'est vrai qu'il y a des opérations militaires de lancer, mais qu'au-delà des opérations militaires, il y a toutes ces questions non seulement de retour de la paix dans son ensemble, à savoir la réconciliation entre les populations, la reprise économique, et aussi la question du retour de l'administration dans le Nord. La France et le Maghreb suivent de près
la situation et les solutions de cette sortie de crise. Du Sahara vu comme une mer intérieure, une grande mer intérieure dont les riverains avaient la charge collective de la sécurité et pour y parvenir, il était nécessaire qu'ils se rassemblent dans des structures pour pouvoir gérer ensemble à la fois la sécurité, le développement et le développement humain en particulier. Je rappelle que le Maroc, sous sa présidence, a été à l'initiative du vote de la résolution 2085 le 20 décembre dernier, qui a permis de donner une légitimité juridique et internationale à l'intervention française qui était souhaitée depuis longtemps, qui est la bienvenue et que nous soutenons. Près d'une dizaine de thèmes, les uns aussi pertinents que les autres, ont été débattus lors de ces assises de Bamako. Actuellement dans le cas du Mali, et nous allons essayer de voir ça, de compléter une étude plus documentaire avec une enquête sur zone et avec également des problématiques qui peuvent se poser dans des périodes de post-conflit. Plusieurs experts en sécurité géopolitique, économistes, politologues et universitaires ont pris part à ce rendez-vous de Bamako. Partager avec les acteurs de l'école les grandes préoccupations de la nation en cette période difficile pour notre pays et insuffler une dynamique au secteur de l'éducation, c'est l'objectif d'une visite de terrain que le ministre en charge de l'éducation, de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales vient d'entamer en 3e région par le cercle de Bougouni. Nous retrouvons le point avec le point de Sékou Konaté. En arrivant ce vendredi dans la capitale du Bani-Monotier, à la tête d'une forte délégation, première étape de cette visite de terrain, le ministre en charge de l'éducation veut venir à la rencontre des acteurs de notre système scolaire. Cela à un moment où le secteur de l'éducation, comme d'autres secteurs, connaît la crise la plus profonde de son histoire, notamment dans les régions du nord de notre pays. Nous avons échangé avec les enseignants quelle est la meilleure façon de s'approprier de notre part dans ces deux activités principales de la mission gouvernementale. Tous les départements ministériels, y compris le nôtre, sont en train de travailler pour les décliner dans des plans d'action. De Bougouni à Sikasso, en passant par le lycée flambant neuf de Koumantou, le ministre Bokar Moussa Diarra a pu constater les efforts consentis en matière de réalisation d'infrastructures et de déploiement de personnel. De l'enseignement secondaire général aux techniques, à l'enseignement fondamental, en passant par les centres d'alphabétisation et les instituts de formation de maîtres, le constat est à la satisfaction. L'école se porte bien à Sikasso, malgré les difficultés. Nous avons félicité le monde scolaire pour avoir compris la situation que notre pays traverse et sa conduite sage. Nous avons demandé aux enseignants de se préparer et nous allons leur donner les moyens de pouvoir contribuer, comme ça se doit, à la réhabilitation morale de tout ce qui s'est effondré. Une visite de terrain fort appréciée et par l'encadrement et par les apprenants, tant à Bougouni qu'à Sikasso. Et l'accueil à chaque étape illustre parfaitement ce sentiment. La rencontre avec les notabilités a été l'occasion de prier pour le retour rapide de la paix dans notre pays. La CEDEAO entend impliquer les forces vives dans la gestion de la crise que traverse notre pays. C'est dans ce cadre que son représentant spécial au Mali a rencontré les leaders du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique, Recotrad. Les griots entendent participer aux activités de sensibilisation pour éviter tout amalgame dans la traque des terroristes et préserver la cohésion sociale dans notre pays. Agali Aguissa. À travers cette rencontre qui a duré plus de 3 heures de loge, le représentant spécial de la CEDEAO au Mali a voulu éclairer les communicateurs traditionnels sur les missions de son institution dans la gestion de la crise qui traverse le Mali. L'objectif visé est de mieux outiller les communicateurs traditionnels afin qu'ils participent au maintien de la paix et le rétablissement du tissu social dans notre pays. Nous avons des enjeux très importants. C'est la reconstruction du tissu social. Et la reconstruction du tissu social, je crois qu'il faut aller chercher dans le tréfonds des sociétés, dans le tréfonds des communautés, les raisons supplémentaires de surpasser tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Nous avons aussi le fait que des gens qui ont dû quitter leur territoire, qui ont dû quitter leurs biens, vont revenir, vont avoir un certain nombre de revendications légitimes. Ensuite,
nous allons aller aux élections où il s'agit d'enjeux politiques. Cela nécessite des communications appropriées. Très satisfaits des informations enregistrées, les leaders du Recotrad ont promis de jouer pleinement leur rôle. Nous serons les relais de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion que suite à la libération militaire, il faut aussi la présence du Recotrad pour la réconciliation des cœurs et des esprits. Toute bonne volonté, toute œuvre qui vient pour aider le Mali à sortir de cette crise, nous, à prime abord, on lui donne ce mandat-là. C'est nous qui sommes au début et à la fin de tout. Les deux parties projettent d'organiser d'autres cadres d'échange pour mieux planifier les stratégies de communication pour une paix durable au Mali. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le ciel gabonais au centre d'une forte concurrence aérienne. La toute nouvelle ligne Istanbul-Libreville, inaugurée au début du mois de février, est toujours en rodage. Même si la destination gabonaise reste l'une des plus chères en Afrique centrale, Air France, une autre compagnie, entend s'ajouter à la danse, et cela à partir du 11 mars prochain. La toute nouvelle ligne aérienne Istanbul-Libreville, inaugurée par Turkish Airlines début février, est encore en rodage. Jusqu'au mois de mars, 3 rotations par semaine seront assurées avant de passer à un rythme quotidien. Ce que Turkish Airlines nous offre est hors du commun. Les tarifs de Turkish Airlines sont très compétitifs et nous osons croire que c'est une porte ouverte pour les Gabonais de se rendre à l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique. Outre les tarifs, cette nouvelle ligne s'accompagne de la promesse d'un service à bord irréprochable. Mais la concurrence n'a pas tardé à réagir. Le transporteur historique, Air France, qui exerçait un quasi-monopole sur cette liaison très rentable, proposera à son tour dès le 11 mars des vols quotidiens. La mise en place des vols quotidiens nous permet de répondre à 3 demandes. La première demande, c'était d'avoir significativement plus d'offres. La deuxième demande, c'était d'avoir des tarifs beaucoup plus accessibles pour nos clients. Et la troisième demande, c'était de participer à la promotion du Gabon. La destination Gabon, qui était l'une des plus chères en Afrique centrale, devrait bénéficier de cette nouvelle concurrence, à la grande joie des voyageurs, mais également des autorités, qui depuis longtemps veulent faire de Libreville une plateforme sous-régionale. Le reste de l'actualité sur le continent, cette fois-ci en images et à pas de course, avec des sujets comme les présidentielles au Kenya, la religion au Ghana et des manifestations au Niger. Le tribunal est incompétent pour statuer sur une question relative à l'élection du président. En annonçant ce jugement, la justice kenyane a levé tous les candidatures du ticket Kenyatta à la présidentielle prévue le 4 mars prochain. Une centaine de partisans rassemblés devant le tribunal a fêté la décision. Les 2 hommes sont inculpés de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales de 2007. Dans le cadre du comité de pilotage du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, les hauts responsables de l'Église catholique du continent sont réunis à Accra. L'occasion pour eux de mobiliser toutes les énergies dans l'espoir qu'un pape africain puisse se hisser sur le trône de Saint-Pierre après la démission de Benoît XVI, et de prier pour les cardinaux ghanéens Peter Turkson et nigérian Francis Arinze, souvent cités comme successeurs possibles. C'est à coups de matraque et de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation des enseignants à Niamey. Le leader a été arrêté quelques heures avant d'être relâché vendredi dans la soirée. Cette marche fait suite à une grève de 72 heures largement suivie. Les enseignants exigent de meilleures conditions de travail et l'uniformisation des primes accordées aux fonctionnaires. Jusqu'à présent, les négociations engagées avec le gouvernement n'ont pas abouti. Voilà, mesdames et messieurs, nous retrouvons l'actualité nationale. Sensibiliser la population sur la gestion efficiente de l'eau et la promotion des bonnes pratiques d'hygiène, c'est le but d'une série d'activités lancées dans la commune rurale de Muntugula. C'est une initiative de l'association pour la promotion et la défense des droits de l'homme en collaboration avec l'ONG WaterAid, envoyés spéciaux Tchemogo Konaté et Sidi Modibo Dambeli. Si l'eau est considérée comme source de la vie,
L'accès à l'eau potable reste une préoccupation dans plusieurs localités du Mali. Une situation qui sous-tend la prolifération des maladies diarrhéiques. La sensibilisation sur le code de l'eau et de l'assainissement dans la commune rurale de Montougoula, dont les travaux viennent d'être lancés, vise une gestion efficiente de cette ressource précieuse. Elle vise également à éduquer la population sur le respect des normes de réalisation des fourrages. Cette initiative de l'Association pour le progrès et la défense des droits de la femme s'inscrit dans la logique de promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural. La gestion de l'eau ne doit pas être la seule responsabilité des femmes sur comment on peut avoir accès à l'eau et à l'eau propre. Donc quand vous voulez créer un puits, comment vous devez les moyens par lesquels vous devez passer pour créer un puits, ou si vous avez besoin d'avoir accès à l'eau potable, parce que vous savez que la terre appartient à l'État. Si vous voulez faire toute autre activité qui a trait à l'eau, vous devez évidemment avoir une certaine autorisation. L'initiative a été accueillie à bras ouverts par la population, d'où l'engagement de celle-ci à la soutenir. La PDF est en train de contribuer beaucoup au développement de la commune par cette sensibilisation sur le code de l'eau, car c'est méconnu de toute la population. Je vais essayer de tout faire pour essayer d'organiser des séances encore plus élargies que ça, pour que la plus grande partie de ma population puisse être imprégnée de ce code de l'eau. Pour la mise en œuvre correcte du projet, l'ONG WaterAid se propose d'apporter une contribution. C'est APDF qui étudie, qui essaie de voir, de remonter les projets à notre niveau, et nous essayons de voir si ça rentre dans notre ligne directive. On va voir ce qu'on peut faire. Un sketch sur l'utilité de l'eau a été présenté par les élèves de Montougoula. Festival sur le fleuve Niger cette année à cause de la situation que nous vivons, la situation de crise. Les organisateurs ont préféré organiser un colloque et la cérémonie de clôture qui était présidée par le ministre de la Culture a été marquée par la visite des œuvres de plusieurs artistes nationaux et internationaux qui avaient pris part à ce colloque. Nous retrouvons le compte-rendu depuis Ségou de Kandesila. Du Quai des Arts de Ségou au siège de la Fondation Festival sur le Niger, le ministre de la Culture et sa délégation ont pu apprécier le génie créateur des artistes peintres qui, grâce à des techniques d'expression riches et variées, font parler leur état d'âme. Des artistes plasticiens de renommée, comme le Sénégalais Souli Cissé, dont les œuvres décrivent des formes hybrides animales et humaines, aux photographies de Amadoun Diko, qui restituent l'enthousiasme permanent chez les Krodouga, en passant par les œuvres des artistes en herbe, l'expression culturelle était au rendez-vous de cette 9e édition du Festival sur le Niger. Une édition placée sous le thème culture et gouvernance. Et nous sommes très heureux de constater que le colloque international de Ségou a donné une occasion supplémentaire à ceux qui y croient, à ceux qui y tiennent de se manifester. Nous avons même placé notre visite sous ces signes, montrer que nous adhérons fortement aux initiatives prises par les différents opérateurs culturels pour faire revivre cette culture malgré ces temps durs au regard de ce que j'ai vu avec d'autres et dont vous avez tous été témoins. Rien n'est perdu, tout marche et le bout du tunnel est tout proche. Auparavant, le ministre de la Culture avait procédé à la clôture du colloque international. Un colloque qui, durant 4 journées, avait regroupé plusieurs personnalités et acteurs culturels. Nous ouvrons à présent la page sport de ce journal football. La 13e journée du championnat national a démarré par 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. Match nul, 1 but partout entre la Somme et le Nianan de Koulikoro. En revanche, le CSKA l'emporte 1-0 devant la Jeanne d'Arc de Bamako. Aldjuma Tina, compte rendu. Bonne opération du centre Salif Keita qui enregistre sa 4e victoire. En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, les boys du CSKA en jaune l'emportent sur la plus petite marge des scores devant la Jeanne d'Arc de Bamako. Karim Sogouba, bien placé dans la surface de la GIA, à la suite d'un coup franc en 2 temps, marque l'unique but du match à la 9e minute et offre les 3 points de la rencontre aux centristes. Jeanne d'Arc s'évre de victoire depuis la 7e journée, ce qui dénote la spirale négative de la vieille dame qui n'arrive plus à produire un jeu efficace pour prétendre à une issue favorable. La Jeanne d'Arc de Bamako n'a eu aucune vraie occasion de but dans cette partie gagnée par le CSKA 1-0. Cette défaite enfonce davantage les Blancs de la Jeanne. On a rencontré une très bonne équipe de Jeanne d'Arc ce soir. Bon, comme ça faisait pas mal de temps, on avait envie de gagner 3 points aujourd'hui.
ça fait pas mal de temps qu'on essaie, on est dans un trou qu'on n'arrive pas à sortir. Donc cette victoire va nous faire une très bonne. La GIA en perte de vitesse à 14 points. Il n'est plus loin de la zone dangereuse. Le CSKA, lui, grimpe au milieu du tableau avec 17 points. On reste avec la 13e journée où le Nianan de Koulikoro pouvait provisoirement être sur le podium en cas de victoire face à la Somme. Occasion ratée pour les Blancs de Méguétan qui ont pourtant ouvert le score avant de se faire rejoindre par la suite. Un but partout entre la Somme et le Nianan. J'ai un peu le sentiment de regret parce que je voulais gagner ce match parce que c'est Nianan qui est en déplacement et puis bon, on est le même catégorie que Nianan. Bon, quand tu joues contre les Nianan à domicile, vraiment tu dois faire tout pour prendre les 3 points. On a joué au départ, mais on ne s'est pas trop concentré sur le match au départ. Bon, dans les dernières journées et dans les dernières situations de match, bon, on a commencé à se concentrer pour pouvoir gagner le match. Mais sincèrement, il faut essayer de voir un peu côté arbitrage. Quand on vient à Bamako, à chaque moment, ça nous coûte trop cher. Avec 19 points, l'association sportive olympique de Misra doit désormais composer sans son entraîneur Jonas Komla, qui est parti renforcer le staff du Djoliba Athletic Club. Sport football, compétitions africaines de club, tour préliminaire aller pour son baptême de feu. L'Union sportive de Bougouni jouera demain dimanche à Yaoundé contre l'Unisport FC du Haut-Cam du Cameroun. Notre reporter Sigaratou Sissé a suivi l'US Bougouni avant son départ. Entrée en matière. L'Union sportive de Bougouni USB s'apprête à se lancer dans le bain des compétitions africaines de club. Un test grandeur nature pour l'ambassadrice du cercle de Bougouni qui souffle à peine les 3 ans de sa jeune et prometteuse existence. Confinée dans l'anonymat le plus total jusqu'à cette victoire colorée en finale de Coupe du Mali de football le 25 août 2012, l'USB veut surgir comme une lionne à la recherche de sa proie. Ce sera un saut dans l'inconnu en Coupe de la Confédération, tour préliminaire Ali. Quand même, nous irons pour tout faire. Revenir avec les 3 points. À défaut des 3 points, on va tout faire pour venir avec le nul. On les a vus lors de leur Coupe nationale. Un tout petit peu seulement. Donc on n'a pas trop de renseignements sur eux. Mais on croit que ça peut aller. Avec le travail qui se passe là. On a confiance en nous. On est prêt, physiquement, mentalement. Je pense que tous les moyens sont à notre disposition pour qu'on puisse aborder ce match avec une très grande sérénité. Pour faire face aux défis, la direction du club, depuis cette consécration nationale, travaille d'arrache-pied pour revitaliser l'USB. Sa participation exceptionnelle au championnat d'honneur de la Ligue de Bamako, après avoir manqué la montée dans l'élite, constitue une bouffée d'oxygène. Quand même, on s'est préparé dans la plus grande sérénité et on va aborder ce match avec un bon état d'esprit et pour ce premier tour quand même. En se déplaçant à Yaoundé pour jouer son tout premier match officiel sur la scène continentale ce dimanche contre l'Unisport FC du Haut-Cam du Cameroun, l'USB mesure la portée de la mission malgré son statut de club de 2e division. Siragatou Sissé, nous rappelons que le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 14h30 et il y a 1 heure de décalage entre Bamako et Yaoundé. Sachez aussi que les 11 créateurs de Nyarela, notre second représentant en Coupe de la Confédération, sont allés faire un match nul, un but partout en Côte d'Ivoire face au Stella Club d'Abidjan. Et le match retour est prévu dans 2 semaines ici même à Bamako. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, vous serez en compagnie de Mohamed Touré et je me ferai le plaisir d'être sur ce même plateau pour la grande édition du soir. N'oublions pas de soutenir nos forces armées et de sécurité et tous leurs alliés pour la totale reconquête de notre territoire national et la quiétude de nos populations souffrant de cette situation. Merci et bon week-end.